L'avenir de l'Ukraine pourrait se décider lors d'un sommet à Minsk mercredi prochain à l'initiative de la France et de l'Allemagne, mais Poutine pose encore quelques conditions pour sa venue. L'Iran et les États-Unis discutent en tête-à-tête du nucléaire iranien. La période de négociation ne sera pas prolongée au-delà du mois de mars, mais Israël, de son côté, s'opposera à tout mauvais accord. Et puis une élection législative partielle en France, deuxième tour dans le doux d'un duel qui apparaît extrêmement serré entre le Front National et le Parti Socialiste. La droite absente, elle, n'a donné aucune consigne de vote à ses électeurs. Le Grand Direct, avec Jean-Charles Banoun. Bonsoir à tous. On évoque une initiative de la dernière chance, une solution politique initiée par la France et l'Allemagne pour tenter de résoudre le conflit en Ukraine qui a déjà fait plus de 5000 morts. Et tout cela pourrait se jouer lors d'un sommet réunissant à la fois les principaux belligérants, mais également donc les Français et les Allemands à Minsk. Ce serait mercredi prochain en Biélorussie, mais rien n'est encore fixé car la Russie pose encore ce soir quelques conditions pour sa venue. On va évoquer tout cela avec nos spécialistes ici. Bonsoir Sarah Feinberg. Bonsoir. Vous êtes spécialiste de l'Ukraine et chercheuse à l'INSS, l'Institut d'études sur la sécurité nationale donc en Israël. Et bonsoir à vous Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv. On ira également prendre le sentiment de la communauté russophone en Israël, qu'il soit originaire d'Ukraine ou de Russie justement. C'est un conflit qui concerne évidemment des milliers d'Israéliens. Такой миропорядок Россию никогда не устроит. Если кому-то это нравится, кто-то хочет жить в условиях полуоккупации, мы этого делать не будем. Ich sage auch nach den Gesprächen gestern in Moskau, die der französische Präsident und ich geführt haben, es ist ungewiss, ob sie Erfolg haben. Эти переговоры продолжатся, как вы знаете. Мы считаем, что есть все возможности достичь результата и согласовать рекомендации, которые позволят сторонам. Don't tell us, show us, President Putin. Too many times President Putin has promised peace and delivered tanks. Alors précisément, quel rôle jouent les Américains justement dans cette initiative qui est donc présentée par la France et l'Allemagne? On va évoquer tout cela. Emmanuel Navon, pour l'instant, il n'y a pas encore de certitude sur la tenue de ce sommet à Minsk, mais est-ce que, à votre avis, ça a plus de chances de réussir que tout ce qui a été présenté jusqu'à présent? Il faut comprendre qu'il y a des forces en présence. Il y a une Russie qui souffre aujourd'hui économiquement, des sanctions économiques qui commencent à avoir leur effet. Donc la Russie n'est plus véritablement en position de force. D'un autre côté, elle sait également que les forces de l'OTAN ne vont pas s'engager dans un conflit pour l'Ukraine. Tout le monde le sait très bien qu'il y a certaines voix qui y appellent. Il y a également d'autres voix qui appellent à armer les Ukrainiens. Angela Merkel s'y oppose parce que cela entraînerait finalement l'Occident dans une espèce de guerre d'attrition qui pourrait durer très longtemps. Donc les forces en présence sont que la Russie est affectée économiquement, que l'Occident ne veut pas s'engager militairement, et Poutine, cela, il le sait. Et donc c'est un équilibre psychologique et militaire qui se joue, où chacun essaie de voir jusqu'où l'autre côté pourra aller. Alors d'un côté, Poutine ne peut pas accepter de perdre la face et de se retirer complètement. Sa stratégie est une stratégie d'annexation rampante. D'un autre côté, l'Occident ne peut pas se permettre de ne rien faire du tout. Et donc je pense que là, le rôle également des États-Unis est important, parce qu'il faut bien comprendre que la France et l'Allemagne, seules face à la Russie, ne peuvent pas agir. Elles ont besoin également de l'appui des États-Unis. Donc beaucoup va dépendre également des lignes rouges ou de l'absence de lignes rouges de l'administration Obama.
Sarah Feinberg, là-dessus, sur cette initiative franco-allemande? Et cette initiative, je voudrais juste dire un mot sur la dynamique occidentale qu'on a vu se jouer, puisqu'il s'agissait d'une initiative d'Angela Merkel et de François Hollande, qui par ailleurs ont repris un texte qui avait été mis sur la table par Poutine lui-même. C'est la Russie qui a commencé ce grand voyage de ce texte qui est parti de Moscou, Paris, Berlin, Washington, Kiev, et qui revient aujourd'hui à Moscou. Et on a eu en parallèle, si vous voulez, deux propositions. Les Américains qui ont fait planer la menace de la livraison d'armes défensives aux Ukrainiens, notamment pour pallier à leur faiblesse au niveau de l'artillerie et de la communication. Et d'un autre côté, les Français et les Allemands, semblant se porter en porte-à-faux avec les Américains, présentant un plan conciliant, un accord de paix basé sur les 11 points qui avaient été mis en place à Minsk en septembre dernier. Et ma question est la suivante. S'agit-il de deux initiatives qui s'opposent ou s'agissait-il, comme semblent le suggérer les Russes, d'une manigance, c'est-à-dire un petit peu, si vous voulez, l'épée de Damoclès. Si vous n'acceptez pas ce plan de Merkel et de Hollande, alors nous procéderons à la livraison d'armes. Ouais. Donc voilà. Votre sentiment, c'est quoi? C'est que tout ça est concerté ou bien il y a pense vraiment... que c'est clair, à mon sens, que les Américains sont concertés avec leurs alliés français et allemands. Mais je suis dubitatif sur la menace de livraison d'armes. Je vois difficilement aujourd'hui un président Obama s'engager dans une livraison d'armes dont on voit le début mais on ne voit pas la fin, parce qu'il faut bien comprendre que livrer des armes, c'est un peu se laver les mains du conflit. Poutine, lui également, livrera de plus en plus d'armes. C'est également une arme à double tranchant dans la mesure où il pourra effectivement, cela ne fera que renforcer sa théorie selon laquelle finalement il s'agit d'un complot de l'OTAN, de l'Occident contre la Russie. Et donc, il y a tellement de désavantages stratégiques à la livraison d'armes, quand on sait également qu'aujourd'hui les États-Unis sont impliqués dans d'autres conflits dont on ne voit pas non plus la fin, qu'il s'agit de l'État islamique en Irak ou en Syrie, qu'il s'agit du fait qu'en Afghanistan, bien qu'ils soient partis, ils n'ont toujours pas résolu le problème. Le dossier iranien, on voit difficilement l'administration Obama dans sa dernière année s'engager dans un bourbier en Ukraine qui ne ferait que renforcer les arguments de Poutine. Ouais. Alors justement, l'une des clés de ce plan de paix, c'est finalement c'est ce que demandent aussi les rebelles depuis le début, c'est une plus grande autonomie. Alors il faut savoir où ça va s'arrêter. Est-ce que c'est la porte ouverte à une vraie séparation de l'Ukraine ou est-ce qu'on peut vraiment accorder plus d'autonomie, fédéraliser un petit peu l'Ukraine? Pour l'instant, on sait très peu de choses de ce plan de paix puisqu'il n'a pas été publié. Les deux points qu'on connaît, donc qui ont été dits par Fabius aujourd'hui, c'est la création d'une bordure de sécurité le long de la frontière qui sépare les soldats ukrainiens des séparatistes russes, une bordure de 50 à 80 km de largeur. Et le second, c'est l'acceptation par les Ukrainiens, par Poroshenko, de, je cite, un statut spécial pour les républiques populaires du Donbass et de Lugansk. Ce statut spécial, il faut l'entendre évidemment comme une fédéralisation de l'Ukraine qui est l'exigence des Russes depuis le début et l'exigence des séparatistes. Or, cette fédéralisation, Emmanuel, pourrait être un immense cadeau pour la Russie qui pourrait finalement garder ce conflit à feu doux pendant des années sans perdre sa crédibilité. Et c'est là où je pense que la livraison d'armes est peut-être nécessaire. Je ne suis pas d'accord avec vous, parce que sinon, vous voyez, l'alternative que l'on a, c'est soit abandonner l'Ukraine, soit s'engager dans un conflit armé avec la Russie. La troisième option qui semble se profiler à Minsk, peut-être ne va pas marcher. Et dans ces cas-là, il faut effectivement faire entrer cette composante-là, cette composante militaire, au risque que tout le système de sécurité euro-atlantique ne perde sa crédibilité. La Russie ne perd pas sa crédibilité, en tout cas aux yeux de son peuple, mais les Occidentaux risquent de perdre leur crédibilité. Et là, il y a un risque très grand. Voilà. Je précise simplement que je ne dis pas que la livraison d'armes n'est pas souhaitable. Elle l'est. Je dis qu'elle n'est pas probable. Parce que je vois difficilement aujourd'hui une administration Obama, comme je l'ai dit, s'engager dans une telle option. N'oublions pas également qu'en termes de crédibilité,
l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN et donc techniquement l'OTAN n'a pas d'obligation vis-à-vis de l'Ukraine. Il y a effectivement une question de crédibilité dans la mesure où l'Ukraine est devenue un champ de bataille diplomatique entre l'Occident et la Russie. Mais techniquement, l'Occident n'a pas d'obligation vis-à-vis de l'Ukraine, bien qu'il y a un retour de balancier dans la mesure où Poutine essaie de remettre en cause les acquis de l'après-guerre froide. Il y a une limite jusqu'à laquelle il pourra faire cela, bien entendu, puisque la plupart des pays de l'Europe de l'Est aujourd'hui sont membres de l'Union européenne et ou de l'OTAN, ce qui n'est pas le cas de l'Ukraine. Et en 2006, il y avait eu des discussions sur la question d'ajouter l'Ukraine à l'OTAN. La Russie s'y était fortement opposée. À l'époque, l'administration Bush avait tempéré. On voit les résultats aujourd'hui. Je pense qu'au bout du compte, effectivement, comme l'a dit Sarah, on se dirigera vers une espèce de fédéralisation, mais une fédéralisation dans laquelle Poutine essaiera à chaque fois, bien entendu, une annexation rampante des républiques fédérées de l'Est de l'Ukraine. Et là, il testera effectivement la détermination de l'Occident. Alors on évoquera dans un instant également les autres particularités de ce conflit, mais on va revenir d'abord sur ce qui s'est passé aujourd'hui en images avec Maxime Pérez. 2 à 3 jours pour sortir de l'impasse. C'est l'objectif fixé par les Occidentaux pour en finir avec la crise ukrainienne. Tous les regards se portent désormais sur l'initiative franco-allemande, dont les contours ont été évoqués ce dimanche lors d'une conférence téléphonique réunissant tous les protagonistes, y compris Vladimir Poutine. Le président russe semble disposé à jouer l'apaisement. Nous n'allons déclarer la guerre à personne. Nous allons coopérer avec tout le monde. Toutes les mesures qui seront prises, y compris ces pseudo-sanctions, ne donneront satisfaction à personne. À l'égard d'un pays comme le nôtre, elles ne peuvent être aucunement efficaces, bien qu'elles nous portent quelque peu préjudice. Tout juste revenu d'un marathon diplomatique à Moscou, Angela Merkel et François Hollande admettent ne pas être sûrs que leur initiative de paix sera entendue. Mais les chefs de file du camp européen sont déterminés à arracher un accord. En ligne de mire, de nouvelles négociations à Minsk ce mercredi. C'est dans la capitale biélorusse qu'avait été négocié un premier accord en septembre. Tout un symbole. S'il y a bien une chose sur laquelle tout le monde s'accorde, c'est que la solution à cette crise est diplomatique. Voilà pourquoi les efforts doivent être renforcés sur ce plan. Les discussions prévues la semaine prochaine peuvent offrir une excellente opportunité d'appliquer une bonne fois pour toutes les accords de Minsk. Côté américain, malgré les pressions des républicains pour armer l'Ukraine, l'administration Obama privilégie la voie des négociations, tout en préservant un ton menaçant à l'égard de la Russie. Je peux assurer qu'il n'y a pas de division, pas de fracture. Des gens essaient d'en créer une. Nous sommes unis. Nous travaillons ensemble. Nous sommes tous d'accord sur le fait que cette épreuve ne se terminera pas par la force militaire. Nous sommes unis dans notre diplomatie. Plus tout cela prendra du temps et plus les plans de sortie de crise seront ignorés, plus nous serons obligés d'augmenter les coûts sur la Russie et ses complices. En attendant, les Occidentaux prient l'Ukraine de faire profil bas. Mais son président n'en démord pas. Ce week-end, la conférence de Munich lui a donné l'occasion de régler ses comptes, une fois de plus, avec son voisin. J'ai amené les passeports et cartes d'identité militaires de soldats russes, d'officiers russes qui sont venus chez nous et qui les ont laissés. C'est la meilleure preuve de l'agression et de la présence de troupes russes. Sur le terrain, la situation reste tendue. Au moins 5 soldats ukrainiens et 7 civils ont péri au cours des dernières 24 heures dans l'est du pays. Kiev affirme par ailleurs que les troupes séparatistes pro-russes étaient en train de masser des forces pour une offensive vers Debaltsev et Mariupol, 2 villes stratégiques toujours sous contrôle de l'armée ukrainienne. Alors il y a tout de même une question qui vient à l'esprit aussi quand on regarde la globalité de ce conflit, Sarah Feinberg, c'est que là on est quand même en présence de populations qui ont peut-être l'aspiration finalement de se retrouver dans le giron russe, ce qui n'est pas là un conflit on va dire habituel. Comment sait-on finalement que dans cette histoire ce sont les Russes les méchants, les Ukrainiens les bons entre guillemets Et est-ce qu'il y a un bon et un méchant d'ailleurs? Non, il y a des deux côtés un sentiment d'agression des deux côtés. Il n'y a pas de bons et de méchants. La question que vous posez est très difficile parce que les populations orientales de l'Ukraine n'ont pas toutes le même rapport au projet national ukrainien. Donc
Par exemple, à Donetsk, il y a une population juive assez importante et j'imagine que cette population elle-même est divisée quant à savoir si elle doit être rattachée à la Russie à travers le projet d'une fédéralisation de l'Ukraine ou faire partie du projet national ukrainien. Ce qui est sûr, c'est que si cette initiative venait à marcher, on a du mal à imaginer comment en 1 ou 2 générations, on arriverait, si vous voulez, à recréer une communauté nationale ukrainienne, comme elle a existé après 91. Et ça, c'est une grande question. Comment, même s'il y avait un projet de paix, recréer une communauté nationale ukrainienne autour d'un projet commun. Ouais. Voilà. Manuel Navon, là-dessus, vous avez l'impression qu'il y a une vraie agression russe en l'espèce, ou est-ce que finalement c'est un peu plus complexe parce qu'il y a justement le cas de ces populations russophones de l'Est de l'Ukraine? Il est clair que d'un côté, il y a effectivement des populations russophones à l'Est. D'un autre côté, ni l'Ukraine ni la Russie ne sont véritablement des démocraties et par conséquent, personne ne sait exactement quelle est la volonté de ces populations. Et les médias russes ne sont pas des médias libres, ce sont des médias qui sont à la botte de Poutine. Ça, ce sont pour ce qui concerne les sentiments. Mais il y a le droit international. Et le droit international est qu'il y a des États souverains et que si on commence maintenant à utiliser la psychologie ou bien à faire des suppositions sur les fidélités nationales ou autres de certaines minorités, on n'en finit pas. Demain, ça pourrait être également les minorités allemandes à l'est de la Pologne qui demanderaient à être rattachées à l'Allemagne. On n'en finirait pas. Et donc, il y a un principe de souveraineté qu'il faut respecter. Cela ne signifie pas que les frontières soient inamovibles. Si telle est la volonté des peuples, on peut faire des référendums, des plébiscites, comme cela était le cas dans certains pays européens après la Deuxième Guerre mondiale. Mais pour l'instant, il y a un conflit. Dans chaque conflit, chaque partie, bien entendu, se dit être du côté de la justice et du droit. Mais on ne peut pas remettre en cause le principe de la souveraineté nationale, de frontières internationales, en évoquant des suppositions sur les volontés nationales ou autres des différentes minorités, parce qu'encore une fois, ce serait ouvrir une boîte de Pandore très dangereuse. Alors pour l'instant, donc la Russie n'a pas dit encore qu'elle viendrait à Minsk mercredi. Poutine a dit, moi j'ai quelques conditions. C'est quoi? Sur quoi ça va bloquer à votre avis? Alors ça va bloquer sur 2 choses. Ce que les Occidentaux proposent, ce que les Français ont proposé en tout cas aux Russes, Fabius et Le Drian, le ministre de la Défense, c'est une non-livraison d'armes à l'Ukraine, que les Occidentaux s'engagent à ne pas le faire, et deuxièmement, que l'Ukraine ne rejoindra jamais l'OTAN. Ça, c'est un engagement qu'ils prennent. Mais la Russie, pour elle, c'est bien peu. Pour elle, ce qu'elle veut, c'est au minimum la levée intégrale des sanctions et, si possible, l'engagement des Américains et des Européens à ce que l'espace clos de la Russie ne soit plus touché. Qu'il s'agisse de la Géorgie, de l'ensemble du Caucase ou de l'Ukraine en elle-même. De l'Ukraine en elle-même au maximum, même si les Russes savent qu'ils ont perdu l'Ukraine. C'est ça la vraie exigence des Russes. Et Donc là, on est revenu à la guerre froide, à la situation, c'est-à-dire de 2 blocs. Oui, c'est une situation de guerre froide et encore qui a ceci de parallèle à la guerre froide, qu'elle se situe sur plusieurs échiquiers à la fois l'échiquier européen et l'échiquier moyen-oriental. Par exemple, demain, Poutine se rend au Caire, il se rendra en mai en Israël. Et vous savez que Poutine mène une politique aujourd'hui qui est très, très orientée sur le dossier palestinien. Après s'être occupé de l'Iran, de la Syrie, avoir accueilli cette fameuse grande conférence syrienne à Moscou, aujourd'hui, les Russes affirment que la priorité des priorités, c'est le dossier palestinien. Comme par hasard, l'Union européenne affirme la même chose en même temps. Et là, les Russes espèrent, si vous voulez, obtenir des Palestiniens une plateforme de négociation qui leur donnerait une carte face aux Européens et aux Américains. C'est envisageable, ça, Emmanuel Navon, justement, que la Russie relance, parce que les relations, c'est vrai, avec Israël ne sont pas si mauvaises avec Poutine. Est-ce qu'on peut imaginer que les Russes aient un rôle à jouer pour relancer, par exemple, les discussions de paix? Je pense que là-dessus, les intérêts russes au Proche-Orient sont très clairs. Soutien de l'Iran, soutien de Bachar al-Assad en Syrie, soutien finalement de cet anneau qui se resserre autour de l'Arabie saoudite, l'allié des États-Unis, de cet anneau chiite.
Et la politique de Poutine au Proche-Orient est très clairement antinomique à celle des États-Unis, pas seulement au Proche-Orient, mais au Proche-Orient en particulier. Et on voit difficilement Poutine jouer un rôle de médiateur dans le dossier moyen-oriental, alors même qu'il est le principal fauteur de troubles, avec son soutien, comme je l'ai dit, de l'Iran, de Bachar Assad. Et donc le voir aujourd'hui jouer un rôle de médiateur entre Israël et les Palestiniens à la lumière de sa politique vis-à-vis de l'Iran, de Bachar al-Assad, cela paraît complètement impensable. Le fait qu'il souhaite se présenter pour détourner l'attention du fait que lui-même est le pire violateur du droit international, c'est une tactique purement russe, purement à la Poutine. Mais personne n'achètera ce submerfuge. Et par conséquent, il s'agit de sa part d'une tromperie qui ne trompera personne, dans la mesure où, encore une fois, le véritable enjeu aujourd'hui entre lui et l'Occident, c'est en Ukraine. Ce n'est pas au Proche-Orient, bien qu'il constitue un véritable obstacle aujourd'hui à de pires sanctions, des sanctions plus dures sur l'Iran. C'est lui l'obstacle principal. Mais la véritable partie diplomatique et stratégique entre la Russie aujourd'hui et l'Occident, elle est en Europe, beaucoup plus que au Proche-Orient. Et pour revenir simplement sur un point que vous avez évoqué, nous ne sommes pas dans un contexte de retour à la guerre froide, dans la mesure où l'équilibre des forces n'est pas le même. La Russie n'est plus la puissance militaire qu'elle fut pendant la guerre froide. Elle est en plein retrait économique. Il reste bien entendu la dissuasion nucléaire des deux côtés, ce qui explique pourquoi l'Occident ne souhaite pas s'engager militairement. Mais en termes d'équilibre des forces, aujourd'hui, l'équilibre des forces est à l'avantage de l'Occident et pas de la Russie. Ouais. Vous voulez rajouter un mot ? Oui, je dirais, en poursuivant sur ce que disait Emmanuel, la Russie, certes, reste sur son axe chiite, Iran, Syrie, Hezbollah, mais développe depuis quelques années une politique extrêmement souple et intelligente de récupération des alliés américains. Le fait que Poutine se rende au Caire n'est pas du tout anodin et il y va pour parler du dossier palestinien. Il était en Turquie, il a entamé une grande réconciliation avec la Turquie malgré la colère des Turcs sur le dossier de la Crimée. Et là aussi, de quoi ont-ils parlé ? D'accords militaires, etc., mais aussi du dossier palestinien. Les Russes sont en train d'initier un nouveau partenariat commercial avec les Palestiniens. C'est une nouvelle qui est sortie aujourd'hui dans la presse russe. Et nous pourrions peut-être être étonnés de voir les Russes, entre guillemets, dribbler les Occidentaux sur ce dossier, en tout cas le prendre sous son contrôle sur certaines questions. Alors justement, on va dire un mot justement de la façon dont les Juifs qui vivent en Ukraine vivent ce qui se passe aujourd'hui. Mais on a justement été questionné ceux qui ont émigré en Israël, qu'ils viennent d'Ukraine ou de Russie, comment vivent-ils ce conflit ? Ils sont israéliens aujourd'hui, mais n'ont pas oublié évidemment leur pays d'origine. Écoutez, ces quelques réactions recueillies tout près de Tel Aviv aujourd'hui. Je pense que le conflit sera résolu par les États-Unis. La Russie et l'Ukraine n'arriveront pas à trouver une solution. Je pense que l'Ukraine ne peut pas s'en sortir seule. Ce pays a besoin d'aide. Si les États-Unis et l'Europe l'aident, l'Ukraine vaincra. Je pense que la Russie et l'Ukraine doivent résoudre la crise elles-mêmes. La Russie est un pays très puissant et bien sûr cette crise se résoudra tôt ou tard. Poutine est un homme très très fort et intelligent. Cette crise sera bientôt terminée, ça prendra du temps mais elle sera résolue d'ici 2-3 ans. Ce conflit va se terminer. Qu'adviendra-t-il du monde ? Je crois que la Russie et l'Ukraine vivront un jour côte à côte dans la paix. Voilà donc des Israéliens d'origine russe ou ukrainienne. Alors justement, on l'a souvent dit, enfin c'est assimilé comme tel, que les Juifs en Ukraine étaient pro-russes, ce qui leur vaut d'ailleurs de connaître beaucoup de problèmes, voire de persécutions de la part des Ukrainiens. Est-ce que c'est une idée reçue, une image d'Épinal, ou est-ce qu'il y a de vrais... Vous savez, aussi bien les Russes que les Ukrainiens utilisent les Juifs pour leur propagande respective. Vladimir Poutine s'était présenté comme le défenseur des Juifs d'Ukraine. C'était pour cela qu'il avait besoin, n'est-ce pas, d'envahir la partie est du pays. Il faut bien comprendre qu'il s'agit là de propagande. Comme l'a dit Sarah tout à l'heure, personne ne sait exactement quelles sont les différentes positions
des Juifs d'Ukraine. Outre la plaisanterie bien connue que lorsqu'il y a 2 Juifs, il y a 3 opinions. Et il est clair qu'il y a là aujourd'hui un usage de la population juive, tant par les Ukrainiens que par les Russes, à des fins de propagande. C'est votre avis, Sarah Feinberg, sur... Oui, mais ce qui est assez remarquable, c'est de voir que les Juifs d'Ukraine, aujourd'hui, se montrent des nationalistes ukrainiens assez ardents, tandis que les Juifs de Russie soutiennent généralement, en tout cas ceux que l'on voit à la télé, dans les médias, etc., soutiennent le projet politique russe. Et il y a une forme de grande ironie de voir que ce conflit russo-ukrainien est devenu quelque part un conflit entre les Juifs d'Ukraine et les Juifs de Russie. Voilà. Mais on assiste à un départ important de Juifs d'Ukraine aujourd'hui. On assiste à un départ important de Juifs d'Ukraine, mais qui est moins important que celui des Juifs de France. Bon, voilà. Ouais, à replacer effectivement dans le contexte. Alors, il nous reste très peu de temps, mais pour évoquer donc cette situation aujourd'hui, on demande au combat de s'arrêter. Ce sont les Américains qui demandent que les combats puissent cesser le temps de cette discussion, de cette initiative. Ils seront entendus, à votre avis? Est-ce que les armes vont se taire là, dans les jours qui viennent pour permettre... Je ne pense pas, et je pense également, pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, que l'une des erreurs de l'Occident et certainement de la France, de la proposition de Fabius, c'est dès le départ de retirer toute dissuasion vis-à-vis de la Russie. Lorsque la France est prête à s'engager à ce que l'Ukraine ne fasse jamais partie de l'OTAN, lorsque la France est prête à s'engager à ce qu'il n'y ait jamais de livraison d'armes, cela retire finalement de l'Occident toute force de pression sur la Russie. Donc je ne vois pas aujourd'hui, avec des positions tellement faibles de l'Occident vis-à-vis de la Russie, une cessation des hostilités. Si on veut une cessation des hostilités, il faut qu'il y ait une force de dissuasion crédible de l'Occident. Or, aujourd'hui, malheureusement, la France envoie exactement le message inverse. Il y a une chose que je voudrais dire aussi dont on n'a pas parlé, c'est le conflit grandissant qu'il y a au sein du Kremlin. Parce que vous savez qu'à Moscou, Poutine est de plus en plus contesté et mis au poteau par les oligarques qui ont souffert des sanctions et par la figure numéro 2 du gouvernement, qui est Shoigu, le ministre de la Défense, et qui, lui, questionne la politique poutinienne en Ukraine. Donc là aussi, il y a une forme de scission interne qui va peut-être devenir de plus en plus aiguë si Poutine venait à refuser cette initiative. Voilà. Voilà, donc plusieurs effectivement clés pour mieux comprendre donc ce conflit dans l'est de l'Ukraine, et donc en attendant ce possible sommet prévu mercredi prochain à Minsk en Biélorussie, si Poutine donc accepte finalement d'y participer. Merci Sarah Feinberg, donc spécialiste de l'Ukraine, chercheuse à l'INSS. Merci à vous Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Dans un instant, on ne quittera pas vraiment la diplomatie, on s'intéressera justement au dossier du nucléaire iranien, puisque là aussi l'échéance approche et qu'il y a des discussions qui ont eu lieu en marge de la conférence de Munich sur la sécurité. Et puis on ira en France avec un résultat qui s'annonce très serré pour une élection législative partielle entre le Front National et les socialistes. À tout de suite. L'avenir de l'Ukraine pourrait se jouer lors d'un sommet à Minsk mercredi prochain. Poutine pose encore quelques conditions pour sa venue. Les Américains, eux, demandent que les armes se taisent d'ici là. L'Iran et les États-Unis discutent du nucléaire iranien en marge de la conférence de Munich. La période de négociation ne doit pas être prolongée au-delà du mois de mars, mais Israël menace de s'opposer à tout mauvais accord. Et puis l'élection législative partielle en France, deuxième tour dans le Doubs entre un Front National et un candidat socialiste. Résultat qui s'annonce très serré. Les premières tendances après donc le dépouillement d'une bonne partie des bulletins dans quelques instants. Alors que le terme de l'échéance approche, Iraniens et Américains ont eu plusieurs entretiens au sommet ce week-end à propos du nucléaire. Cela se passe à Munich en marge de la conférence sur la sécurité. Aucune des parties ne semble prête à prolonger l'actuelle période de négociation, mais dans le même temps, eh bien, chacun précise que absence d'accord sera toujours préférable à un mauvais accord. Léa Volbert.
Rencontre informelle entre le secrétaire d'État américain John Kerry et son homologue iranien Mohammad Javad Zarif ce dimanche à Munich. Les deux hommes se sont réunis pour la deuxième fois en marge de la conférence sur la sécurité qui rassemble en ce moment le groupe des 5+1. Les États-Unis, la Chine, la France, le Royaume-Uni, la Russie et l'Allemagne planchent inlassablement sur le dossier du nucléaire iranien. Un dossier réouvert en novembre 2013 sur la base d'un accord intermédiaire, gèle d'une partie des activités nucléaires de l'Iran en échange d'une levée partielle des sanctions qui plombent son économie. Mais depuis près de 2 ans, les négociations stagnent. La date butoir d'un accord final a été repoussée à plusieurs reprises. Je crois qu'une nouvelle extension n'est dans l'intérêt de personne, comme je ne croyais pas que cette extension-là était nécessaire ou utile. L'ayatollah Khomeini, le guide suprême iranien, s'est exprimé sur son site internet. Selon lui, aucun accord vaut mieux qu'un mauvais accord. Un avis partagé par les pays occidentaux qui préfèrent repousser l'échéance plutôt que de céder aux exigences iraniennes. Téhéran revendique son droit à une filière nucléaire civile complète et demande la levée totale des sanctions économiques. Israël, qui reste l'ennemi numéro 1 de l'Iran, s'inquiète de l'issue des négociations. Les grandes puissances mondiales et l'Iran sont en voie de trouver un accord qui permettrait à l'Iran de se doter d'armes nucléaires. Nous allons tout faire et nous allons prendre toutes les mesures pour contrecarrer un accord nuisible et dangereux qui menacerait fortement l'avenir et la sécurité de l'État d'Israël. L'Occident exige de l'Iran une réduction significative de ses capacités nucléaires qui l'empêcherait d'accéder à l'arme atomique. L'Iran dément toute velléité militaire. Un accord politique devrait d'abord être conclu avant le 31 mars pour enfin déboucher sur un accord final incluant tous les aspects techniques le 1er juillet prochain. Un nouveau bilan du conflit en Syrie diffusé aujourd'hui, 4 ans après son déclenchement. Des chiffres qui font froid dans le dos. 210 000 morts, dont 10 000 enfants, 1,5 million de blessés et au total plus de 3 700 000 personnes déplacées et considérées comme des réfugiés. Le Liban, lui, a reçu justement une importante livraison d'armes de la part des États-Unis. 25 millions de dollars d'armement. Ils seront utilisés pour défendre les frontières est du Liban, attaquées régulièrement par les djihadistes, notamment ceux de l'État islamique. Écoutez cet officiel américain. C'est le meilleur équipement possible, le meilleur équipement militaire sur le marché. C'est ce qu'utilisent nos troupes et je suis certain que dans quelques jours, vos braves soldats en feront de même dans la bataille qui vise à défaire le terrorisme et l'extrémisme qui jaillit aux frontières de la Syrie. J'ai la conviction qu'avec ce bon équipement, les soldats et l'armée libanaise défendront leur pays avec succès. Il est clair dans mon esprit que nous sommes de vrais partenaires car nous faisons face à un ennemi commun. Notre soutien pour l'armée libanaise a été rapide, continu et il se poursuivra jusqu'à que cette mission soit accomplie. Un événement fêté comme une victoire par les habitants de Bagdad en Irak la nuit dernière. Le gouvernement a levé le couvre-feu qui était en vigueur depuis 11 ans dans la capitale irakienne. Léa Berdugo. C'est à grands coups de klaxon et le drapeau national à la main que les Irakiens fêtent la fin du couvre-feu. Il avait été établi au milieu des années 2000 afin de mettre un frein aux violences meurtrières qui agitaient la ville. Les horaires ont varié selon les années, mais il était récemment en vigueur de minuit à 5 h du matin. Les Bagdadis redécouvrent la liberté. Nous attendons cela depuis des années. On était comme en prison. On ne pouvait pas sortir tard, même en vivant près d'ici. On avait oublié ce que c'était de sortir tard le soir. Et comment se sent-on? C'est très différent d'avant. Il est 1 h du matin et tout le monde est dans la rue. Plein de boutiques sont ouvertes. Dieu soit loué, nous sommes dehors avec nos enfants. Les résidents se rassemblent en masse sur la place Tahrir, mais les forces de sécurité restent sur le qui-vive. Car l'enjeu pour les autorités est grand. Cette levée du couvre-feu est une manière de prouver que Bagdad n'est plus une cible de l'organisation de l'État islamique. Autre message délivré par la police, tout est sous contrôle. Les ministères de la Défense et de l'Intérieur ainsi que le centre des opérations de Bagdad ont pris les mesures nécessaires. Nous avons démarré une récolte d'informations. La réussite de ces mesures représente donc un succès pour les services de sécurité de Bagdad.
Samedi, des attaques ont fait au moins 32 morts et 70 blessés à Bagdad. Depuis son entrée en vigueur, le couvre-feu n'a jamais empêché les attentats commis la journée ou en début de soirée. L'armée jordanienne annonce avoir mené plus de 56 raids aériens contre l'État islamique au cours des 3 derniers jours. Des cibles militaires auraient été détruites. L'EI qui de son côté annonce que l'un de ces raids aurait coûté la vie de l'otage américaine qui était retenue depuis plusieurs mois et dont on était sans nouvelles. Alors Rudy Saada, bonsoir, vous êtes spécialiste des réseaux sociaux sur i24 News. Justement, ces réseaux sociaux s'intéressent de près à cette histoire. Oui, cette otage, elle s'appelle Kayla Jean Muller, elle a 26 ans, c'est une humanitaire chevronnée, elle a notamment servi au Darfour par exemple. Alors elle aurait été enlevée alors qu'elle apportait son aide à une antenne espagnole de la Croix-Rouge du côté de la ville syrienne d'Alep. C'était en août 2003. Alors son rôle était d'aider les populations qui fuyaient le conflit syrien. Alors depuis un an, son nom n'avait pas été révélé pour des questions de sécurité, bien que les ravisseurs aient déjà demandé une rançon à ses parents. Et donc vendredi, Daesh a annoncé la mort de cette jeune femme, Kayla Jean Muller, suite donc à un bombardement, vous l'avez dit, un bombardement jordanien, précise l'organisation État islamique. Alors l'EI n'a pas publié de photos du corps de l'otage, se contentant en fait de publier seulement des images des décombres du bâtiment dans lequel la jeune femme aurait péri. Alors sur les réseaux sociaux et les comptes proches des djihadistes, on avance également pour preuve les coordonnées de l'otage, son adresse en Arizona, son mail, son téléphone qu'on a flouté, mais elles sont sur les réseaux sociaux affichées. Alors on y voit aussi du côté américain une première vague de réactions suite à ces tweets, une première vague de réactions qui a été celle du deuil et des condoléances, ça c'était dans un premier temps, et puis Washington a démenti en assurant ne disposer aucune preuve de la mort de la jeune femme. Et côté jordanien, on a certes, donc vous l'avez dit, intensifié les frappes, mais le ministre jordanien des Affaires étrangères Nasser Judeh parle je cite, de vieilles ruses de terroristes, dit-il. Il se demande même s'il est possible d'identifier la nationalité d'un avion à des milliers de kilomètres. Alors justement, il y a des éléments contradictoires dans toutes ces divulgations qui peuvent relancer l'espoir. Oui, alors il y a l'espoir notamment des parents qui ont invité directement Daesh à reprendre contact avec eux. Vous avez, on va voir ce qu'ils ont dit. Nous restons pleins d'espoir que Kayla soit vivante. Nous avons envoyé un message privé et nous vous demandons de répondre en privé. Vous avez dit que vous la traitiez en invité. En tant qu'invité, sa sécurité et son bien-être sont votre responsabilité. Alors, sur les réseaux sociaux, on est passé très vite du Rest in Peace, repose en paix Kayla, à des hashtags du type prier pour Kayla ou une bougie pour Kayla. Un hashtag qui se propage sur le web américain. C'est une lueur d'espoir pour la famille qui essaye d'en savoir plus. Et ce hashtag donc, se propage aux États-Unis. Rappelons que sur les 23 otages détenus par Daesh depuis le début du conflit syrien, 15 ont été libérés contre le versement d'une rançon, 6 ont été tués et il en reste donc seulement 2, John Cantlie, le journaliste britannique, et donc Kayla Jean Muller qui serait donc selon le New York Times encore vivante et elle fait partie de ces otages de Daesh. Merci beaucoup et c'est une femme aussi, c'est pour ça que sa identité avait été tenue secrète pour préserver au maximum sa sécurité. Merci Rudy Saada. Au Yémen, alors que les rebelles chiites ont désormais l'emprise sur la plupart des instances du pouvoir, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, en visite aujourd'hui en Arabie Saoudite, a demandé la restauration de l'ancien président Hadi qui avait été récemment renversé. Des discussions doivent s'engager à partir de demain entre les différentes parties à ce conflit. En Afrique, c'est à présent le sud du Niger qui est la cible d'attaque des islamistes de Boko Haram. 10 civils auraient été tués aujourd'hui lors d'une incursion, et ce au moment où le Niger se joint à la coalition de pays africains qui a décidé de mobiliser au total 8700 hommes contre Boko Haram. Le Nigeria, principal intéressé, a lui choisi de décaler son élection présidentielle compte tenu de la situation. Julia Ganancia. Elles devaient se tenir le 14 février, elles auront finalement lieu le 28 mars, si tout va bien. Au Nigeria, la commission électorale a donné suite à une demande du conseiller national à la sécurité du Nigeria qui a sollicité un report des élections présidentielles et parlementaires de 6 semaines au moins.
Cela ne concerne pas seulement les zones du nord-est du Nigeria qui font face à une insurrection. On ne peut pas prendre le risque de demander à des hommes et des femmes d'utiliser leurs droits démocratiques dans une situation où l'on ne peut pas garantir leur sécurité. Il en va de notre responsabilité. La raison invoquée de ce report, les exactions de Boko Haram dans l'extrême nord-est du pays. Ces derniers mois, les islamistes ont mis en déroute l'armée et pris le contrôle de vastes territoires dans le nord-est, rendant impossible le vote de plusieurs centaines de milliers d'électeurs dans 3 États de la région. Beaucoup craignent que Boko Haram ne profite des rassemblements d'électeurs pour commettre de nouveaux massacres. Samedi à Abuja, des manifestants hostiles à un changement de calendrier électoral ont défilé dans les rues. Là tout de suite, je suis une Nigériane très en colère. Je ne suis même pas en colère contre le gouvernement seul. Je suis en colère contre les citoyens qui ne font rien, qui prennent les choses à la légère et qui restent les bras croisés. Où sommes-nous? Nous devons manifester dans la rue, nous devons nous assurer de l'emporter. Les 2 favoris, le chef de l'État sortant Goodluck Jonathan du Parti démocratique populaire et l'ex-général Muhammadu Buhari du Congrès progressiste, devraient donc s'affronter le 28 mars. Mais certains craignent déjà que le report ne donne lieu à des violences politiques dans le pays où en 2011, des troubles électoraux ont fait 1 millier de morts. Surtout, déloger Boko Haram de toutes les zones qu'il contrôle en l'espace de 6 semaines serait un exploit sans précédent. En Égypte, l'armée a mené plusieurs raids aériens dans la péninsule du Sinaï visant les groupes djihadistes qui sèment la terreur dans cette zone. Plusieurs terroristes ont été tués. Le président russe Vladimir Poutine est attendu justement demain au Caire pour renforcer les liens entre les 2 pays. Et puis on sait également que les journalistes d'Al Jazeera détenus au Caire doivent être rejugés le 12 février cette semaine, notamment pour celui d'entre eux qui attend d'être expulsé. En Israël, alors que la campagne tourne beaucoup autour du Premier ministre Netanyahou et de son prochain discours prévu au Congrès américain, les candidats s'intéressent de très près à la communauté homosexuelle du pays, dont l'importance en fait un vote très recherché. Reportage Maël Benoliel. Ils sont tous là ou presque. Les figures de proue des différents partis politiques se sont succédées tour à tour derrière le pupitre. Objectif, courtiser la communauté gay israélienne à 5 semaines des élections législatives. Les dirigeants se sont joints à cette conférence consacrée aux droits de la communauté homosexuelle en Israël. Un événement qui s'est bien sûr tenu à Tel Aviv, la ville élue la plus gay-friendly au monde. C'est une tradition. Avant chaque élection, LGBT Israël organise ce type d'événement politique. Nous sommes très contents de voir des hauts responsables politiques venir à la rencontre de notre communauté. Des responsables politiques de prestige, l'actuel ministre de la Défense Moshe Ya'alon, Yair Lapid ou encore Tzipi Livni, une des favorites de ces prochaines élections, étaient présents, dans l'espoir d'obtenir le soutien électoral de la communauté LGBT. Pour Yair Lapid, l'égalité des droits des homosexuels a toujours fait partie de ses priorités. Ces 2 dernières années, nous avons par exemple doublé le budget de certaines associations gays. Nous avons particulièrement aidé les personnes transsexuelles et nous avons beaucoup travaillé sur la question du mariage homosexuel et sur le droit des gays à être parents en Israël. Donc pour moi, c'est quelque chose de naturel que nous faisons depuis un moment déjà. Être ici est une opportunité de plus, de rencontrer cette communauté et de leur dire que nous sommes de tout cœur avec eux. Même son de cloche du côté de Zeheva Galon, présidente du parti d'extrême gauche Meretz. Ce combat, nous le menons que depuis des années et il fait partie pour nous d'un combat global. Défendre les droits de l'homme, ceux des Arabes israéliens, ceux des demandeurs d'asile, ceux des orthodoxes, ceux des Éthiopiens, des Russes, de l'ensemble de la population israélienne à qui on ne respecte pas les droits. C'est donc pour cela que nous sommes là aujourd'hui, pour dire à la communauté LGBT que nous la soutenons et que leur combat est un combat global pour le bien de la société. Pour Oded Fried, président du mouvement LGBT Israël, sa communauté constitue bien plus qu'un réservoir de voix pour les politiciens. Nous ne sommes pas utilisés par les politiciens. Nous pensons que les élections sont le bon moment justement pour demander des choses, faire entendre notre voix et demander aux politiciens ce qu'ils comptent faire pour nous. Un meeting préélectoral pour la cause homosexuelle auquel n'auront pas participé certains partis politiques. Parmi eux, les partis ultra-orthodoxes et les formations arabes de gauche. Voilà, page spéciale élection israélienne. Dans une quinzaine de minutes, on sera notamment en direct de Jérusalem.
Une histoire incroyable à présent. La scène se passe dans une maison de retraite de Haïfa, dans le nord d'Israël. Une pensionnaire âgée de 82 ans a poignardé à mort sa voisine de chambre, qui était elle âgée de 92 ans, et ce, après une simple dispute. L'enquête sur place de Leslie Rezoug avec Nassib Safadi. C'est ici, dans cette maison de retraite des hauteurs de Haïfa, qu'une affaire étonnante, inédite, s'est déroulée vendredi soir. Une bataille au couteau entre deux pensionnaires de plus de 80 ans chacune. Les deux pensionnaires partageaient la même chambre, et ce, depuis le mois de décembre. Elles se seraient disputées vendredi soir vers 6h30, selon les pensionnaires. Une dispute plus violente que d'habitude, alors que les deux femmes ne s'entendaient pas, et qui aurait abouti à l'agression d'une pensionnaire de 90 ans. La présumée coupable est donc sa partenaire de chambre, comme je vous le disais, âgée, elle, de 82 ans. Cette dernière a été ensuite transportée en prison, où elle a subi des examens médicaux et psychiatriques afin de déterminer si elle était en pleine possession de ses moyens au moment de l'agression. La présumée coupable devra également rester en prison jusqu'à jeudi. C'est ce qu'ont décidé les autorités israéliennes. Désormais, la bataille juridique est également engagée entre les familles des deux femmes. La famille de la victime estime en effet qu'il s'agissait d'une agression gratuite de la part de la femme de 82 ans. Celle-ci réplique quant à elle par le biais de son avocat qu'il s'agissait de légitime défense. C'est donc à la justice désormais de trancher entre ces deux versions d'une même affaire qui, comme je vous le disais, est inédite. Pour l'instant, la maison de retraite se refuse également à tout commentaire, et les pensionnaires de cette maison de retraite, qui sont nombreux, environ une centaine, ne sont également, eux, pas en mesure évidemment de confirmer ou d'infirmer cette affaire qui sera démêlée dans les prochaines semaines. On part en France maintenant avec un résultat qui s'annonce très incertain, celui du deuxième tour de l'élection législative partielle qui mettait aux prises un candidat socialiste et un candidat Front National. Vous vous souvenez que la droite éliminée de ce duel n'avait donné aucune consigne de vote à ses électeurs. On va voir cela tout de suite en détail avec vous. Léa Berdugo, bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. Alors, on va d'abord avoir avec vous les dernières indications car ça s'annonce très serré. Oui, alors les résultats finaux risquent d'être très serrés tout simplement parce que déjà les premières estimations sont elles aussi très serrées. Alors le candidat du Parti socialiste Frédéric Barbier aurait seulement quelques dizaines de voix d'avance sur la candidate du Front National Sophie Montel, sur quelques milliers de bulletins dépouillés. Alors effectivement, ce n'est pas terminé. Nous attendons les résultats finaux dans quelques dizaines de minutes, voire peut-être un peu plus, et dans un peu plus longtemps. Donc, mais dans les grandes villes qui sont plus favorables aux socialistes, le dépouillement n'est pas terminé. Donc l'équipe de Frédéric Barbier est confiante. Ils disent même que c'est dans la poche. Alors, on verra évidemment dans un instant si tout cela se confirme. Mais c'est vrai que cette élection partielle, législative partielle, a suscité énormément d'engouement, d'agitation cette semaine. Il y avait d'autres enjeux, évidemment. Oui, alors cette élection, tout simplement, est pleine de symboles. Pourquoi ? Parce que son issue pourrait préfigurer des prochaines semaines de la vie politique française. Car en effet, dans 2 mois, c'est des élections départementales, anciennement cantonales, se tiendront. Et cette législative partielle pourrait donner la tendance des prochaines élections locales, même si on ne voit pas une candidate du Front National gagner. Mais en tout cas, le fait que ce soit extrêmement serré, cela pourrait donner la tendance pour les prochaines élections. Pour rappel, depuis la vague rose de 2012, le Parti socialiste a perdu l'intégralité des 13 élections législatives partielles dans lesquelles il s'était engagé. Il a même été plusieurs fois éliminé dès le premier tour, et le Front National l'a annoncé. Il est dans un objectif de conquête de ses électeurs. Lors de ses vœux de fin d'année, Marine Le Pen l'avait dit très clairement, elle compte sur de prochains succès électoraux pour se rapprocher de plus en plus du pouvoir, une stratégie différente de celle qu'avait menée son père à la tête du parti d'extrême droite. Alors, vous restez avec nous, Léa Berdugo. On va continuer évidemment à suivre cela avec vous, mais d'abord, on va accueillir au téléphone avec nous Ryan Sipel, qui est secrétaire national du Parti socialiste. Bonsoir. Bonsoir. Alors, merci d'être avec nous, donc Eduardo Ryan Sipel. Votre première réaction, c'est extrêmement serré, semble-t-il, mais ça, j'imagine que vous y attendiez. Oui, je m'attendais absolument à un résultat serré. D'abord, il faut attendre les résultats définitifs. Nous ne les avons pas, et manifestement, ce sera très serré, ce qui suppose qu'on attend tous la fin du décompte officiel. Mais, vous savez, il n'y a pas de mystère. Nous savions que cette élection allait être très difficile. D'abord, je pense que si il n'y avait pas eu le sursaut
après le 11 janvier, de réaction aussi du peuple français, je pense que les conditions n'étaient pas les mêmes et que notre candidat n'aurait pas dû se retrouver au second tour compte tenu des circonstances précédentes. Il a réussi à se qualifier au second tour, ce qui a montré une capacité de mobilisation supplémentaire des électeurs socialistes. Et puis là, au second tour, c'est serré, en particulier en raison de l'attitude de la droite et de l'UMP qui a refusé d'appeler de manière très claire à voter pour le candidat socialiste et qui a joué sur le nini en appelant à l'abstention ou au vote blanc, ce qui ne fait rien d'autre que favoriser le Front National. Heureusement qu'il y a eu d'autres voix à l'UMP, comme M. Juppé, qui avait appelé clairement à voter pour le candidat socialiste, et même M. Sarkozy avait dit non au Front National, ce qui peut aussi aider un certain nombre de républicains à se réveiller. Il faut être maintenant dans l'attente du résultat, mais d'ores et déjà, je crois que tout le monde peut constater que c'est très très serré et que là, il y a une donne politique nouvelle. Oui, mais justement, alors vous parliez du fait que l'UMP n'ait pas donné de consigne de vote, Eduardo Riancipel, ça veut dire que finalement, ça n'a pas été entendu par les électeurs, puisqu'il y a une participation qui est supérieure déjà à la semaine dernière. Oui, parce qu'il y a sans aucun doute une participation qui est beaucoup plus forte dans les villes d'ailleurs qui étaient plutôt favorables aux socialistes. Cela montre que l'électorat socialiste qui s'est abstenu au premier tour, et ils étaient très nombreux, se sont mobilisés en raison de la présence du Front National et de l'extrême droite au second tour. Je crois malheureusement que les effets d'appel de l'UMP pour l'abstention ou au vote blanc ont fait le jeu du Front National, sans quoi l'élection n'aurait pas été aussi serrée qu'elle semble être aujourd'hui, avec un résultat à cette heure encore indécis. Est-ce qu'à votre avis, le jeu politique en France aujourd'hui est modifié par ces attentats du mois de janvier? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Oui, il y a en tout cas l'esprit du 11 janvier qui manifestement a changé les choses. L'histoire n'est pas encore terminée, mais manifestement, ce que les Français attendent maintenant de l'ensemble des responsables politiques, c'est une certaine exigence dans les débats, c'est-à-dire un débat de grande tenue et non pas des débats avec des petites affaires politiciennes. Je crois que les Français veulent qu'on se concentre sur l'essentiel parce qu'en ce moment, c'est l'essentiel qui est en jeu. Je crois que c'est cela l'esprit du 11 janvier. Et aussi, peut-être que l'esprit du 11 janvier montre qu'à un moment donné, on ne peut pas non plus jouer avec les extrêmes. On ne peut pas jouer avec l'extrême droite. Mais malheureusement, elle continue à faire des résultats très forts. Il y a une donne politique maintenant nouvelle, avec un Front National qui s'enracine. Il suffit de regarder les résultats ce soir dans les petites communes de cette circonscription du Doubs. Vous verrez que dans les petits villages ruraux, le Front National sort très très fort. Donc vous avez aujourd'hui une bataille mortelle à 3 partis pour se qualifier pour le second tour d'une élection entre l'UMP, le Parti Socialiste et le Front National. C'est ce tripartisme qui est une bonne nouvelle et qui se confirme encore une fois ce soir. Merci beaucoup Eduardo Riancipel. Je rappelle donc que vous êtes député socialiste et surtout secrétaire national du PS. Vous étiez en direct pour réagir. On voit rapidement avec vous les conséquences de ce scrutin pour l'UMP, Léa Verdugo. Cette élection aura au moins eu pour effet de montrer les divisions qui sont extrêmement prégnantes au sein du parti droite UMP. Alors on se souvient d'Alain Juppé la semaine dernière, avant le premier tour des élections, exprimait son opinion. Le maire de Bordeaux et candidat du parti pour la primaire disait qu'à titre personnel, il aurait voté pour le candidat du Parti socialiste. Nicolas Sarkozy, lui, affichait une toute autre position en disant qu'il fallait laisser les électeurs voter. Alors hier, lors du Conseil national de l'UMP, le maire de Bordeaux s'est fait huer par une partie des cadres de l'UMP. La raison, il a appelé un large rassemblement de la droite et du centre, y compris le MoDem, afin de lutter contre le Front National. Alors Nicolas Sarkozy et Alain Juppé ont ainsi donné l'impression de rejouer le même épisode qu'à l'automne. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais Alain Juppé avait également été sifflé par des militants de l'UMP lorsqu'il avait répété sa volonté de voir l'UMP organiser des primaires ouvertes avec le centre en vue de la présidentielle de 2017. Alors Nicolas Sarkozy s'est posé en rassembleur hier. Il a essayé de faire passer Alain Juppé pour celui qui a divisé la droite. Voilà qui donne le ton pour les prochains mois à venir au sein de l'UMP. Merci beaucoup Léa Verdugo. Résultat donc à confirmer pour l'instant, avantage au Parti Socialiste. En France, toujours ce nouveau coup de filet dans les milieux djihadistes. C'était ce matin dans les régions de Toulouse et d'Albi. 6 personnes au moins ont été interpellées. Pas de lien pour l'instant avec les attentats de Paris qui se sont déroulés il y a tout juste un mois. Le football avec ce soir l'événement, la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Ghana affronte la Côte d'Ivoire, 2 équipes qui dominent maintenant depuis plusieurs années le football africain. C'est une belle finale sur le papier.
Le Ghana fait un sans faute depuis les matchs à élimination directe. 3-0 en quart face à la Guinée et 3-0 en demi face au pays organisateur. Outsider au départ, les Black Stars sont désormais à une victoire de leur 5e titre continental, 33 ans après leur dernière CAN. Avant le tournoi, personne ne nous donnait une chance. Tout le monde disait qu'il y avait au moins 5 équipes qui étaient meilleures que nous. Maintenant, on est en finale contre une très bonne équipe, donc on veut gagner la coupe. Mais pour gagner la coupe, il faudra s'imposer face à la Côte d'Ivoire. Après des débuts poussifs, les éléphants sont montés en puissance et font clairement figure de favoris pour cette finale. Facile vainqueur 3-1 en demi-finale contre la République démocratique du Congo, ils misent sur leur triplette offensive, Boni, Gervinho, Gradel, déjà auteurs de 2 buts chacun. Il a fallu resserrer un petit peu les boulons, comme on dit, mais ça n'a pas été très difficile parce que j'ai avec moi des garçons fantastiques. J'ai souvent entendu dire qu'ils c'était difficile à manager, mais je peux vous dire, moi, de l'intérieur, qu'ils sont très faciles et j'espère pour eux qu'enfin, ils réussiront à gagner un titre au niveau international. La Côte d'Ivoire a gagné une seule fois la CAN. C'était en 1992, déjà face au Ghana, au terme de la plus longue séance de tir au but disputée dans une finale de CAN, 11 tirs au but à 10. Un suspense dramatique que les fans des deux équipes n'espèrent pas revivre. Voilà donc pour cette finale, on va se quitter avec une image, une tradition, l'envol de l'ange sur la place Saint-Marc à Venise. C'était aujourd'hui, cela marque le coup d'envoi du carnaval de Venise, l'un des plus célèbres au monde, placé cette année sous le thème de la gastronomie et de la nourriture, ce qui promet des déguisements plutôt goûteux. On verra tout cela très prochainement. Voilà, on va se retrouver dans un instant pour le débat et la page spéciale élection en Israël. Restez avec nous, à tout de suite.